Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette troisième soirée déjà du colloque Wright pour la science, cette 21e édition qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. Merci d'être venus aussi nombreux dans cet auditorium Piaget de l'Université de Genève. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Pour ceux qui êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous me connaissez, je suis journaliste scientifique, mon nom est Sarah Serondada et j'ai le plaisir, l'honneur même, de vous accompagner cette semaine pour la modération des discussions après les conférences. Et vous connaissez maintenant le principe, chaque soir nous accueillons une ou un scientifique de haut niveau pour nous accompagner dans ce voyage à travers les symétries de l'univers. Et ce soir, il sera question d'une des plus grandes énigmes contemporaines qui traversent le champ de la physique. Le déséquilibre dans l'univers entre la matière et l'antimatière qui, normalement, ont dû être créés en quantité égale par le Big Bang. Donc, où pourrait donc bien être passée l'antimatière ? Quelles expériences on peut mener aujourd'hui pour répondre à cette question fondamentale ? Donc, sur ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir Yasmine Amis. Elle est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, en France. Elle travaille sur des expériences au CERN qui impliquent l'antimatière et notamment sur l'expérience LHC-b. Mais avant cela, quelques petits rappels un peu pratiques sur le déroulement de la soirée, qui va se dérouler donc en deux temps. D'abord, l'exposé scientifique, qui va durer environ 40 minutes de Yasmine Amis. Puis, il y a un panel pour les discussions, où elle sera accompagnée sur scène de deux autres conférenciers de la semaine, que je vous présenterai tout à l'heure. Cela permettra, je l'espère, d'élargir les discussions et d'apporter des éclairages intéressants. Ce temps de questions-réponses va lui aussi durer environ 40 minutes. Et je vous rappelle que voilà, vous avez deux façons de poser vos questions. La première, assez classique, dans la salle, en demandant l'un des micros qui va circuler, ou alors à distance, en passant par la plateforme Slido, en passant par le QR code juste derrière moi. Voilà, vous pouvez poser vos questions sans attendre, pendant même la conférence, grâce à cette plateforme en ligne. Dans les deux cas, vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Elles seront traduites dans les deux langues par notre équipe d'interprètes, dans le casque qui vous a été confié à l'entrée. J'en profite toutefois pour vous demander de ne pas régler le volume de votre casque trop fort pour ne pas gêner vos voisins dans la salle. Merci beaucoup. Donc, évidemment, si vous nous suivez à distance, le direct est également traduit en anglais et en français. Dernier petit rappel, merci de mettre vos téléphones en silencieux par respect pour nos conférenciers. Et voilà, on y est presque. Comme le veut la tradition, je vais accueillir sur scène une scientifique de l'Université de Genève qui va présenter Yasmine Amis. Et du coup, j'accueille la professeure Anna Sfirla du département de physique nucléaire et corpusculaire. Bienvenue Anna. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter ce soir Yasmine Amis, directrice de recherche au CNRS, et surtout une physicienne passionnée qui s'aventure dans l'univers fascinant des symétries en physique des particules. La carrière de Yasmine Amis dans la physique des particules est un véritable témoignage de son expertise technique exceptionnelle, de ses nombreuses réalisations académiques et de son rôle de leader au sein de la communauté scientifique. Yasmine est née et grandie en Algérie. Son parcours académique a débuté avec un doctorat en physique des particules expérimentales à l'Université Paris-Sud en 2009. À cette époque, elle explorait déjà des domaines de recherche importants, se concentrant sur les désintégrations des particules dans le cadre de l'expérience LHC-b au CERN.
une étude qui a le potentiel de révéler des asymétries fondamentales entre particules et antiparticules. Après son doctorat, Yasmine a enrichi son expérience en poursuivant des recherches à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Puis, en 2012, elle a obtenu un poste permanent au CNRS, au sein des Legislab à Orsay, où elle continue d'approfondir sa quête de connaissances dans le domaine de symétrie et au-delà. Tout au long de sa carrière, Yasmine a joué un rôle de premier plan au CERN. Par exemple, en 2022, elle a été élue coordinatrice scientifique de l'expérience LHCb, l'un des rôles les plus prestigieux au sein du projet. Dans ce rôle, elle a supervisé pendant 2 ans les objectifs scientifiques et la planification des expériences pour cette collaboration internationale qui rassemble plus de 1000 scientifiques à travers le monde. Concrètement, Yasmine travaille sur les quarks, ces minuscules particules qui composent les noyaux des atomes. Elle s'intéresse aussi aux leptons, un autre type de particules fondamentales. Elle étudie notamment des questions fascinantes sur les comportements symétriques de ces particules, ce qu'on appelle l'universalité des leptons. En d'autres termes, est-ce que toutes ces particules suivent les mêmes règles ou y a-t-il des différences? Si elle et son équipe détectent une asymétrie inattendue dans ces études, cela pourrait être le signe de quelque chose de révolutionnaire, une nouvelle physique qui dépasse le modèle standard, la théorie qui aujourd'hui décrit les particules élémentaires et les forces fondamentales, sauf la gravité, qui les relient. En plus de ses contributions techniques et de son rôle de leader, Yasmine s'investit énormément dans la formation des futures générations. Elle a encadré de nombreux doctorants et elle participe activement au mentorat et à la vulgarisation des sciences. Elle prend à cœur la transmission de ses connaissances et inspire la prochaine génération de chercheurs. Yasmine s'engage également dans des initiatives de sensibilisation du public, en participant à des événements, en créant des ressources éducatives et en intervenant lors d'ateliers scientifiques à l'international. Son travail et ses contributions ont été reconnus à plusieurs reprises. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le prestigieux prix Jacques Herbrand de l'Académie française des sciences en 2016, une reconnaissance exceptionnelle dans son domaine. Yasmine est véritablement une leader dans la physique des particules expérimentales. Je lui laisse maintenant la parole pour son intervention très attendue. Merci. Merci Anna pour cette introduction qui ne m'a pas fait rougir du tout. Merci à l'organisation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et merci à vous, public genevois, d'être venu ici un mercredi soir pour entendre parler d'antimatière. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'ai une petite question pour vous. Pourriez-vous lever la main si le mot antimatière vous dit quelque chose ? Ah, pas mal, le public genevois, bravo. Ok, vous allez me faciliter la tâche. Ma deuxième question est combien d'entre vous étaient hier à la présentation de Daniel Baumann ? Très bien, ça va me faciliter la vie. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de faire un examen pour voir si vous avez tout compris à ce qu'il vous a expliqué, mais on va utiliser pas mal ce qu'il nous a dit. Donc le titre de cette présentation est « Le lapin d'Alice est-il fait d'antimatière ?» Donc sur cette photo, ce n'est pas tout à fait Alice, ce n'est pas tout à fait un lapin, mais on voit déjà un petit peu l'idée que j'essaye de vous véhiculer, qui est aussi le thème de cette série de conférences, qui est cette notion de symétrie.
Donc on l'a vu lors des autres présentations que la symétrie, c'était quelque chose de très important en physique. On va en parler aujourd'hui aussi, parce que c'était quelque chose qui nous permettait de décrire les lois de la physique et qui avait un pouvoir qui était très prédictif et qui était assez exceptionnel. Quand on fait de la physique, il y a toujours un petit peu de formalisme, il y a toujours un petit peu d'équations, il y a des concepts qui peuvent être un petit peu difficiles, mais on va essayer au maximum ce soir de simplifier les choses, de vulgariser les choses. Et ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est si ce soir vous partez en ayant un petit peu plus de curiosité sur ces choses-là, bien que vous êtes très nombreux ici, donc vous êtes déjà très curieux, mais peut-être vous inviter à aller lire des choses sur le sujet, puis à vous poser des questions. Alors, comment commence cette histoire? Comme bien d'histoires, elle commence il y a bien longtemps, au moment du Big Bang. Donc mes collègues de demain vous parleront plus de ce que ça veut dire exactement le Big Bang, comment ça s'est passé, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est une chose simple, qui est la chose suivante, qui est de dire qu'au moment où il y a eu le Big Bang, on a créé de la matière et de l'antimatière en même quantité. Or, quand on nous voit ici dans cette salle, vous, moi, cette table, on est tous faits de matière et non d'antimatière. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui a grignoté l'autre? Et pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde de matière et non d'antimatière? Donc, je vais vous donner au fur et à mesure de la présentation des exemples pour que vous puissiez appréhender un petit peu ce que c'est cette antimatière. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des exemples d'expériences qu'on fait pour essayer de la tester de toutes les façons possibles pour la comprendre au mieux. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance, ici à Genève, d'aller voir cette belle exposition, ce beau spectacle qu'il y a au Musée d'Art et d'Histoire. Donc, j'ai pu y aller dimanche soir. Et là, c'était merveilleux parce qu'il y avait une des équations qui correspond à ce dont j'avais besoin de parler ce soir. Donc, c'était vraiment un alignement parfait des choses dans l'univers. Et donc, ce que vous voyez dans cette équation, c'est quelque chose qui s'appelle la baryogénèse. Donc, la baryogénèse, je vais vous montrer la page Wikipédia. La baryogénèse, c'est ce qui nous explique quelles sont les conditions dont on a besoin pour pouvoir faire en sorte que la matière a disparu. Donc, sans rentrer dans les détails, une chose que nous dit ce physicien Sakharov, c'est que pour que ça existe, on a besoin qu'il y ait des asymétries entre la matière et l'antimatière. C'est-à-dire que quand il y a des interactions, quand on les fait subir des interactions, elles ne vont pas se comporter exactement de la même façon. Ça peut être aussi traduit dans cette expression que vous avez ici, qui nous donne cette quantité, qui nous permet de quantifier combien est-ce qu'il reste de matière et d'antimatière dans l'univers. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il n'en reste quasiment plus. Puis, on va faire des mesures pour essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à expliquer ce phénomène-là. Donc, on avance un petit peu. Un des problèmes de la physique des particules, c'est qu'il y a beaucoup de jargon. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer de simplifier les choses. Mais quelque chose dont je vais avoir besoin, c'est de vous parler de symétrie. Donc ça, Daniel nous en a beaucoup parlé hier. Et aussi, vous parler un petit peu des particules et de leurs interactions. Et ça aussi, nous en a parlé hier, mais on pourra aller un petit peu plus en profondeur. Une fois que j'ai fini mon dessin hier, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais peut-être dû appeler ça une marmite, vu qu'on est à Genève. Mais peut-être que ça rime un petit peu moins bien. Donc, si vous voulez bien, on va garder chaudron à jargon. OK. Donc, les symétries discrètes. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de symétries en physique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux symétries discrètes. Donc, il y en a 3. Il y a la charge, la parité et le temps. Donc la charge, peut-être qu'on le comprend assez facilement. Si on a une particule, peu importe ce qu'elle est, qui est chargée plus, on va avoir, si on applique la symétrie de charge, une particule qui va être chargée moins. La parité, et c'est pour ça qu'on retrouve souvent cette image d'Alice au pays des merveilles du miroir, vous pouvez y penser comme une transformation qui va inverser comme ça, comme dans un miroir. En réalité, cette parité va s'appliquer à un nombre quantique intrinsèque des particules qui s'appelle aussi la parité, par exemple. Ça, c'est peut-être un petit peu plus dur à comprendre, mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est garder en tête cette image de miroir. Et puis, la dernière, qui est celle du temps. Alors ça, c'est encore plus, vraiment absolument pas intuitif, parce que ça veut dire qu'on a des particules qui peuvent remonter le temps, ce qui vraiment met des soucis dans la tête parce qu'on voit, nous, que notre horloge va vraiment que d'un côté. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que la physique des particules est basée sur la mécanique quantique et sur la relativité restreinte. Donc, les échelles des phénomènes dont on va parler sont extrêmement petites.
Quand on est dans ces échelles qui sont extrêmement petites, il peut se passer des choses qui, dans le monde macroscopique, donc le monde dans lequel on vit, sont des choses qu'on ne va pas voir. Donc on va voir ces 3 symétries. D'accord ? Ça va être elles qui vont nous accompagner ce soir. Ce qu'on peut faire après, c'est que selon les expériences qu'on veut faire, selon ce qu'on veut tester, on va pouvoir combiner ces symétries de façon différente. Et ça, c'est extrêmement joli parce que c'est quelque chose qui est aussi intimement lié avec la théorie qui va nous décrire le modèle standard. Donc, par exemple, on peut appliquer juste une symétrie, ou on peut en appliquer une autre, ou alors on peut encore en appliquer une autre. Donc, ce qu'on va voir, c'est des exemples où on va appliquer les 3 ensemble, et on va voir un exemple où on va en appliquer que 2 d'entre elles, et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, donc, maintenant, on va introduire un petit peu l'antimatière. Donc, on a dit qu'on pouvait utiliser ces symétries pour passer, par exemple, d'un objet qui a une charge positive à une charge négative. Donc, l'exemple le plus ancien, par exemple, c'est si on prend un électron et qu'on inverse la charge, et là, ça devient un positron. Ce qui est extrêmement joli, et là, on voit le pouvoir vraiment de la physique quand on travaille avec la communauté théorique et puis la communauté expérimentale, c'est que le positron, ou l'anti-électron, il a été prédit avant qu'il ne soit détecté. Il avait été prédit par un physicien qui s'appelle Paul Dirac, qui en avait besoin pour expliquer les solutions de certaines de ces équations. Et donc, quelques années plus tard, en fait, je dis quelques années, mais c'était seulement, je crois, 2 années plus tard, le positron a été détecté. On va voir tout à l'heure un petit exemple qui nous montre que ce petit positron, en fait, il est bien sympathique. Donc, on a maintenant le proton, pardon. Donc, le proton, ça, vous le connaissez bien, c'est ce qu'on a dans le noyau de nos particules. Et donc, quand on va voir son partenaire d'antimatière, ça va être l'antiproton. Et puis, pareil avec l'hydrogène. On va avoir l'antihydrogène. Donc, ce qu'on veut savoir quand on étudie la matière et l'antimatière, c'est ces particules qui ont l'air de beaucoup se ressembler, pourquoi est-ce qu'elles sont, au fond, un petit peu différentes et comment est-ce qu'on peut mesurer ces toutes petites différences. Alors là, je vous avais dit qu'on avait besoin de parler d'un petit peu de physique des particules pour avancer et aussi pour vous donner l'occasion d'apprécier des choses qui se font à quelques kilomètres d'ici. Donc, comment est-ce que la matière est organisée ? Qu'est-ce qu'on sait de la matière aujourd'hui ? Donc, la matière est organisée dans ces structures que vous voyez ici, et c'est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Donc là, j'ai souligné modèle pour ne pas oublier de vous dire quelque chose, c'est que comme son nom l'indique, c'est une théorie qui nous permet d'expliquer comment est-ce que les particules se parlent, si vous voulez, les unes avec les autres, comment est-ce qu'elles interagissent les unes avec les autres, et comment elles se comportent de manière générale. J'ai dit modèle parce que c'est quelque chose qui marche très bien à une certaine échelle d'énergie. Quand on fait de la physique des particules, on s'intéresse très souvent aux échelles d'énergie parce que selon l'échelle à laquelle on se place, on va être sensible à des phénomènes différents. Donc le modèle standard, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien à certaines énergies, mais on sait que ce n'est pas un modèle qui est parfait. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, et puis les études de matière et d'antimatière, c'est une façon d'essayer de poser ces questions, c'est de voir, de dire le modèle standard, ok, c'est très bien, mais est-ce qu'on a une façon d'aller au-delà du modèle standard ? Et ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Donc, par exemple, un exemple simple du défaut du modèle standard, c'est qu'il n'explique pas la gravité. Or, la gravité, c'est une des interactions qu'on connaît tous. Donc, comment est-ce que ces choses sont organisées ? On va avoir les particules de matière qui sont organisées en quarks et en leptons. Et puis, on va avoir ce qu'on va appeler les bosons de jauge. Donc, les bosons de jauge, ce sont les médiateurs des interactions. Donc, selon la particularité d'une particule, elle va être sensible ou pas à une interaction ou l'autre. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est que quand on va essayer d'étudier les différences entre la matière et l'antimatière, on ne peut pas parler de toutes les interactions en même temps. On va essayer de tester comment est-ce que la gravité se comporte, comment est-ce que l'interaction forte se comporte au vu de la matière et de l'antimatière, ou encore comment est-ce qu'elle se comporte au vu de l'interaction faible. Donc, voilà ce dont on a besoin. Donc, juste pour répéter, on a 3 symétries, la symétrie de charge, de parité et de temps, et puis on a ces ensembles de particules et d'interactions. Grâce à ça, on peut fabriquer, au moins d'un point de vue théorique, l'antimatière, c'est-à-dire qu'on va prendre des particules de matière et puis on peut appliquer nos symétries et obtenir de l'antimatière. Donc ça, c'est juste un tableau qui contient plus d'informations, mais que je trouvais joli, donc je vous l'ai mis ici. Voilà.
Donc, comment est-ce que travaillent les physiciens? Et là, il y a un petit biais, évidemment, comme je fais la physique expérimentale, pour les gens qui font la physique expérimentale. Donc, on va créer plein de particules, je vais vous dire tout à l'heure comment est-ce qu'on les crée, et ce qu'on va faire, c'est d'essayer de les étudier au maximum. Une autre façon de le dire, c'est qu'on va essayer d'établir la carte d'identité de ces particules-là. Donc, de la même manière que quand on a un enfant dans son carnet de santé, on met sa taille, son poids, etc. Et bien là, vous voyez, on dit à peu près pareil. Donc, on a la masse, le temps de vie qui s'écrit un petit peu différemment, mais c'est la même idée. Et puis, le reste de ces propriétés-là. Et donc, ces petits livres que vous avez ici, je voulais vous les montrer parce que quand j'étais étudiante, je les aimais beaucoup. Donc, c'est ce qui s'appelle des bouclettes. On pouvait les avoir. Je ne sais pas, je crois que c'est plus vraiment édité. Et c'était quelque chose qui était mis à jour tous les 2-3 ans. Et puis, à chaque fois, on rajoutait toutes les particules qu'on avait découvertes. Donc, quand j'ai commencé mes études, je me rappelle très bien, la première édition que j'avais, c'était l'édition, la deuxième, qui était un petit peu verte. Et j'étais fascinée par ce petit livre que je regardais souvent. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai souffert beaucoup avec l'édition rouge. Et puis après, j'étais très fière. La première fois où j'ai eu une des mesures que j'ai faites qui est apparue dans le PDG. Ça, c'était, je pense que tout le monde s'en fichait dans ma famille. Mais moi, j'étais vraiment extrêmement fière. Et puis, juste pour l'anecdote, vous pouvez voir qu'aussi, au fur et à mesure des éditions, à un moment, on est passé à des éditions qui avaient des spirales. Et ça, je vous jure que ça a fait des débats dans la communauté, pas possible, si on était team spirale ou pas. Donc, on continue d'avancer. Et donc, on a dit que, est-ce que la matière et l'antimatière se comportent de la même façon? Ça, vous l'avez compris, c'est la question qu'on se pose. Donc, avant de rentrer dans les détails expérimentaux, je voulais faire un petit détour par la pop culture, par la culture populaire, parce que finalement, je pense que l'antimatière, vous en avez peut-être probablement entendu parler d'abord dans les films et au cinéma. Donc, en préparant cette présentation, j'ai fait un petit tour sur IMDb, la base de données des films, et j'ai tapé un filtre d'antimatière. Et en fait, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et vous pouvez le voir, le premier, je crois, qui date de 1957, ce qui est assez chouette quand même. Alors, je ne sais pas ce que ces films valent, j'en connais qu'un dans ce tas-là, qui est Ange et Démon. Et je me suis dit que ce serait chouette ce soir de l'utiliser pour vous montrer un petit peu les limites des fois de certains films de science-fiction. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le recommande pas particulièrement, mais ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas vraiment bienveillants, qui volent de l'antimatière du CERN. Donc ils volent de l'antimatière et puis après ils veulent faire des choses pas terribles avec, bon, peu importe ce que c'est. Alors, donc je m'étais mise comme objectif que pour vous, je re-regarderai le film et même si je vous aime beaucoup, je n'ai pas eu le courage. Donc j'ai juste retrouvé une petite séquence sur YouTube, mais elle était assez, elle durait 5-6 minutes, mais c'était pas mal parce qu'on pouvait voir toute la partie où on volait l'antimatière. Et pour moi, c'était très bien parce que je vais utiliser ça pour vous montrer en quoi il y a des petits défauts dans ce scénario-là. Alors d'abord, donc ils ont tourné au CERN. Pour moi, c'était extrêmement vexant parce que l'expérience sur laquelle je travaille est spécialisée pour l'étude de la matière et l'antimatière et ils ont tourné dans une autre expérience. Bon, c'est pas grave, c'est une expérience qui est très belle et visuellement, donc on peut comprendre. Et puis après, il y a toutes ces choses-là qui, je pense que ça vous arrive, hein, ceux qui sont médecins et qui regardent Dr House ou je ne sais pas quoi, c'est un peu crispant quand on entend des choses qui sont un petit peu fausses. Et là, par exemple, une des choses qui est crispante, c'est que les physiciens portent des blouses blanches. Alors aujourd'hui, vous savez bien que c'est absolument pas le cas. Et puis après, il y a le vocabulaire qui est aussi assez drôle. Mais donc, pour avancer un petit peu, ce qui se passe, c'est qu'ils font des collisions. Alors d'abord, il y a un moment qui dit « Oh non, on ne peut pas créer de l'antimatière dans les collisions ». Faux, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Et puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à isoler l'antimatière. Vous voyez les 3 points lumineux là, ça correspond à ça. Puis après, il y a cette personne qui n'est pas tout à fait bienveillante, qui arrive à venir et à voler une de ces choses-là et la mettre dans une petite valise. Donc, je vais vous montrer dans un instant pourquoi ce n'est pas possible. Et une autre chose, c'est qu'ils disent qu'ils ont volé 1/4 de gramme d'antimatière. Alors, je ne suis pas très forte en calcul mental, mais je vous promets qu'1/4 de gramme d'antimatière, je pense qu'on serait très heureux au CERN si on arrivait à en faire autant. Donc voilà, un film que je ne vous conseille pas. Donc. Voilà. Une des raisons pour laquelle ça ne marche pas trop leur histoire, c'est que dès qu'on a une particule de matière qui va rencontrer une particule d'antimatière, il va se passer le phénomène d'annihilation. D'accord ? Donc l'annihilation, c'est ce phénomène qui est relativement simple. Elles se croisent. Donc imaginez que l'antimatière ici dont on va parler, c'est un petit positron. Donc le positron, c'est le partenaire de l'électron ou l'anti-électron.
Puis dès qu'il va rencontrer une particule de matière, donc absolument n'importe où, ça va s'annihiler et créer 2 photons. Donc vous le voyez qu'une des limitations de l'histoire dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'une des choses qui est très difficile, c'est de créer de l'antimatière et de la faire durer d'une façon ou d'une autre ou de la stocker assez longtemps pour pouvoir faire des expériences. Un petit détour encore par la médecine. Quand on fait de la physique fondamentale, parfois on nous demande « mais est-ce que ça sert à quelque chose ce que vous faites ?» Et puis souvent, c'est très difficile de dire « oui, ça va servir à je ne sais pas quoi », parce que quand on fait notre physique fondamentale, sur le coup, ça ne sert pas à grand-chose, mis à part de mieux comprendre les lois de la physique, l'univers dans lequel on vit, ce qui, par ailleurs, est un but assez glorieux. Mais quand même, je voulais vous montrer cet exemple qui est la tomographie par émission de positrons. La façon dont ça marche, c'est qu'on fait ingérer au patient une petite molécule qui va contenir quelque chose d'un petit peu radioactif, donc ça va émettre pendant un certain temps des petits positrons. Ces petits positrons, ils vont rencontrer les électrons qu'il y a dans le corps humain, et ça va faire ces 2 photons. Et on peut utiliser cette imagerie, donc cette tomographie, pour être capable, par exemple, d'étudier le cerveau. Donc ici, vous avez un exemple d'un cerveau qui est sain, donc c'est celui qui a pas mal de rouge, et puis celui de l'autre côté qui n'est pas rouge du tout. Donc je vous offre cet exemple si un jour on vous dit à quoi ça sert la physique, et des fois ça peut servir aussi pour la médecine quelques décennies plus tard. Donc maintenant, on va rentrer dans quelques exemples pour voir comment est-ce qu'on teste l'antimatière. Donc, la gravité, celle-là, on la connaît tous, la pomme qui tombe, etc. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'expliquais ça à ma fille, elle m'a demandé si Isaac Newton avait pris la pomme après pour son goûter, parce qu'il ne faut pas faire de gâchis, et elle avait tout à fait raison. Donc, l'idée de tester l'antimatière avec la gravité, c'est qu'on va se dire, quand on va créer notre antimatière, est-ce qu'elle va subir la gravité de la même façon ou pas? Donc, notre particule de matière va avoir tendance à tomber. Donc, la question, c'est est-ce que l'antimatière, peut-être, elle va aller de l'autre côté? Donc, il y a une expérience au CERN qui s'appelle l'expérience alpha qui teste ça. Donc, ce que fait cette expérience-là, donc là, c'est juste une vue simplifiée de ce que fait l'expérience, c'est qu'elle collecte des antiprotons, maintenant on sait ce que c'est, elle collecte des positrons, maintenant on sait ce que c'est. Ils ont la possibilité de les combiner, de les refroidir pendant un certain temps pour former de l'antihydrogène. Donc après, on forme cet antihydrogène, donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour pouvoir faire l'expérience, et puis on va les laisser tomber et voir ce qui va se passer. Une fois qu'on fait l'expérience, qu'on fait la mesure, on les libère. Donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble un exemple de publication de travaux scientifiques. Donc là, c'est ceux de cette collaboration-là. Et donc, ils font toutes les mesures, et ce qu'ils voient, c'est que l'antimatière semble se comporter, au vu de la gravité, de la même manière que la matière. Donc, une fois qu'on arrive à la créer, avec nos expériences, elle tombe pareil. Donc ça, c'est une chose où on peut se dire, bon, ici, il n'y a pas trop de différence. On va prendre un autre exemple qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Je vous avais dit que les symétries C, P et T que nous avions, on pouvait les combiner entre elles. Et donc, il y a quelque chose qui nous permet de combiner les 3. Et quand on combine les 3 d'un point de vue théorique, si vous voulez, ce que ça nous dit, c'est que la masse, pour vous dire le poids, et le temps de vie des particules va être le même. Donc là, il y a plusieurs façons de faire ce test, et une des façons les plus simples, c'est de créer des particules de matière. Donc ici, ça va être des kaons. Donc pour l'anecdote, un kaon, c'est une particule qui va contenir un quark étrange. C'est le quark S qu'on avait dans notre table du début, et puis qui peut contenir des quarks légers. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a mesuré la différence entre une particule kaon et une antiparticule kaon. Et ce que vous voyez, c'est que cette différence, elle est contenue avec 10 puissance moins 19. Donc on vous en a parlé pendant la semaine, c'est-à-dire qu'on a 19 zéros après la décimale. Donc en gros, une façon de le dire, c'est que nous avons testé de manière expérimentale que dans la limite de la précision que nous avons avec nos instruments, on ne voit pas de différence de la masse, de la matière et de l'antimatière. Donc, jusque-là, on voit que la symétrie C, P et T, elle est conservée. Et donc, la symétrie C, P et T qui est conservée,
on le dit de deux façons. C'est-à-dire que les théories du modèle standard qu'on utilise, elles utilisent ce principe-là. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a peut-être certains modèles au-delà du modèle standard qui essayent de jouer avec des cas où C, P et T n'est pas conservé, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis on l'a confirmé expérimentalement. Alors, ce qu'on dit, c'est que on a confiance dans le fait que ces trois symétries-là ensemble, elles sont conservées et ça marche bien. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait jouer avec la combinaison des différentes symétries. Donc en fait, comme les trois ensemble doivent être conservés, ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce qui se passe si j'en prends deux et que là, ce n'est pas conservé. D'accord ? Et donc, une des symétries qui nous intéresse, c'est la symétrie du temps. On veut essayer de voir si l'antimatière ne se comporte pas de la même façon. Et une des façons, donc c'est un petit peu biscornu de faire ça, de tester ça, c'est de voir si C et P ensemble vont être conservés, oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc, le laboratoire qu'on va utiliser, ça va être la physique des particules. On va utiliser des quarks qu'on va pouvoir générer dans nos collisions. Je vais vous montrer comment ça marche. Et puis après, on va s'intéresser surtout à l'interaction faible. Tout à l'heure, on a testé la différence entre la matière et l'antimatière avec la gravité, mais là, on va la tester avec une autre interaction. OK. Et ce qu'on va essayer de faire en tant que physiciens et physiciennes qui font de l'expérience, c'est qu'on va essayer de tester ça dans le plus grand nombre de systèmes possible. Ce que j'appelle système ici, c'est que vous voyez, on a nos quarks du modèle standard, et en fait, on peut les combiner de plein de façons différentes. On peut prendre un quark B, puis le mettre avec autre chose, un quark C, le mettre autre chose. Donc, on va créer plein de choses différentes, et puis voir si on voit des différences, oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? D'abord, on va vouloir créer de l'antimatière. Comment est-ce qu'on va créer de l'antimatière ? Eh bien, on va faire des collisions de particules. Je vais vous montrer un exemple de collisionneur. Et donc, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'on va avoir des particules qui vont entrer en collision. Donc là, ça va être par exemple des protons. Et on va utiliser cette équation de ce magnifique Albert Einstein, j'espère que vous l'avez tous reconnu, qui nous dit qu'on a une équivalence entre l'énergie et la masse. C'est-à-dire qu'on va avoir des faisceaux de protons qui vont avoir une grande énergie, et donc on va pouvoir transformer leur énergie en nouvelles particules. D'ailleurs, il y a certains de mes collègues, donc il y en a une ici, où leur expérience vont essayer de chercher de nouvelles particules, et donc ils vont essayer de générer de nouvelles particules qu'on ne connaît pas, qui sont au-delà du modèle standard, grâce à ce principe-là. Donc, on a des collisions, et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, quel instrument est-ce qu'on va utiliser pour faire nos collisions ? J'arrive à changer de slide. Voilà, c'est le LHC. Donc le LHC, c'est le collisionneur que nous avons juste ici. Donc c'est un grand accélérateur de particules où on fait tourner des protons à de très très grandes énergies. Et puis on va faire des collisions dans plusieurs endroits différents. Donc si vous avez la chance ici, parce que c'est vraiment juste à côté, donc il y a plein d'expositions que vous pouvez visiter, elles sont gratuites, et il y a vraiment plein d'ateliers pour essayer aussi de vous sensibiliser et puis de se familiariser à toutes ces questions-là. Donc on a ce bel instrument qu'on va utiliser. En chacun des points d'interaction, on va avoir des différents détecteurs qui vont nous permettre de faire nos mesures. Donc maintenant, on a la manière de générer ces particules-là. Alors comment ça marche ? Donc, on a des protons. Donc les protons, ça je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais Daniel vous l'avait dit hier, c'est que les protons, c'est composé de quarks, d'accord ? Et donc on va créer au LHC des faisceaux ultra-énergétiques de protons qui vont entrer en collision. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les quarks qu'il y avait à l'intérieur des protons, c'était U et D. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'intérieur du proton, nos quarks sont maintenus entre eux grâce à l'interaction forte. D'accord ? L'interaction forte, elle est véhiculée par les gluons, et en fait, c'est cette petite soupe que vous voyez ici. Hein. Donc, on a les protons qui ne se désintègrent pas parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont confinés, et ils sont maintenus entre eux grâce aux gluons. Donc, on va faire passer des protons comme ça. Alors là, quand je vous montre le dessin, j'en mets un de chaque côté, mais en réalité, on a des paquets, il y en a vraiment un très grand nombre. Donc, on va attraper le gluon d'un proton qui va rencontrer le gluon d'un autre proton. Ce phénomène-là, ça s'appelle de la fusion de gluons. Alors, une fois qu'on a fait de la fusion de gluons, on va pouvoir générer plein de particules. Si je fais un pas en arrière,
quand on va faire cette fusion de gluons, on peut créer des quarks, et ici, on peut créer un quark et un antiquark. Donc ça, c'est un exemple de comment créer de l'antimatière dans nos collisionneurs. Donc ici, j'ai pris, pas tout à fait au hasard, le quark B, parce qu'il a des propriétés qui sont plutôt sympathiques pour étudier la différence entre la matière et l'antimatière. Et après, il y a une autre propriété de ces quarks-là, c'est que dans la nature, on ne les trouve jamais tout seuls. Ils sont toujours confinés et ils vont tout de suite vouloir se remettre à l'intérieur d'autres hadrons. Et c'est ce qui va se passer. Donc, c'est un phénomène qui s'appelle l'hadronisation, peu importe. Et donc, on va avoir tout plein de particules qui vont être créées. Et c'est en étudiant ces particules qu'on a dans l'état final qu'on va essayer de comprendre les différences entre les deux. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est des instruments et pour être capable de faire ces mesures-là et de comprendre ces différences-là. Puis aussi, il faut des gens pour pouvoir faire ces analyses et construire ces instruments. Alors, je vais vous montrer un exemple de tel instrument. Et alors, ça, c'est l'instrument sur lequel je travaille qui s'appelle LHCb. Donc là, je suis vraiment contente parce que la fois où je me suis rendu compte que le xylophone de ma fille avait exactement la même tête que mon détecteur, j'étais vraiment très heureuse. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est la chose suivante. Donc, est-ce que vous voyez l'endroit où on a la lamelle qui est la bleue, la petite, où il y a écrit vélo? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer et on va construire l'instrument pour que les collisions aient lieu à cet endroit qui s'appelle le vélo, qui veut dire détecteur de vertex. D'accord ? C'est quoi un vertex? C'est l'endroit où on va avoir la collision. Et puis après, on ne va pas rentrer dans les détails, on pourra en parler pendant les questions si vous êtes curieux. Le reste des instruments vont nous apporter des informations différentes sur les particules qui vont être créées. Donc c'est un petit peu comme un jeu de Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'on va créer des particules et après chaque sous-détecteur, ça s'appelle, va nous dire la particule qui est passée avait plutôt telle charge, celle qui est passée, elle avait plutôt telle masse, celle qui est passée, elle avait plutôt, je sais pas, telle énergie. On va combiner toutes ces informations-là pour être capable de dire on a fait la collision et c'est ça qu'on a vu dans l'état final. C'est ça la terminologie qu'on utilise pour ces choses-là. Dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est le détecteur LHCb qui est situé dans le point 8. Donc je vous ai dit, il y avait plusieurs points d'interaction. Là, ça se passe au point 8. Et là, vous avez une illustration du produit de ces désintégrations-là. Donc pour votre curiosité, je vous ai aussi mis d'autres images. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a toute la complexité de cette physique des particules qui est à haute énergie. Pourquoi est-ce que c'est complexe? C'est parce que vous voyez, on se dit, on va étudier une petite particule et l'autre, et puis on a naïvement l'impression qu'il y en a une ou deux. Mais en réalité, dans ces collisions, on en crée vraiment des centaines. Et donc, une des difficultés et une de nos missions, si vous voulez, c'est d'être capable de séparer dans toute cette soupe quelles sont les particules qui vont nous intéresser et celles qui ne vont pas nous intéresser. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait un petit peu de jargon. Et donc, dans notre jargon, celles qui nous intéressent, on va les appeler des particules de signal, et celles qui ne nous intéressent pas, on va les appeler des particules de bruit. Donc, si jamais il y a des étudiants qui sont ici et qui ont fait un petit peu de relativité restreinte, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre l'énergie et l'impulsion des particules, on va faire des quadrivecteurs, on va combiner ces quadrivecteurs, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre guillemets, voir ces particules. Donc là, vous allez me faire confiance. Je vais sauter quelques étapes et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un des résultats. Et là, celui-là, il est tout frais. Il a été présenté pour la première fois la semaine dernière. Il y a un séminaire au CERN hier pour le présenter aussi. Et donc, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc peut-être qu'on ne comprend pas grand-chose. Il se passe visiblement plein de choses. Mais visuellement, ce que vous pouvez retenir, c'est la chose suivante, c'est que d'un côté, on a créé une particule de matière, de l'autre côté, on a créé une particule d'antimatière, on a réussi à les identifier et on a réussi à les compter. Et ce qu'on voit, c'est que si vous regardez la hauteur de ces distributions-là, vous voyez qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et là, on le voit, il n'y a pas besoin de faire des choses très difficiles, on le voit quasiment visuellement. Et ça, c'est vraiment extrêmement très chouette. Donc là, c'est pour vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut étudier la différence entre les deux, au vu de l'interaction faible, dans ce cas-là, entre la matière et l'antimatière. Ça, c'était aussi pour vous montrer, si vous êtes curieux, à quoi ressemble un papier scientifique de la collaboration. Donc là, j'ai mis en gros draft parce qu'il n'est pas encore public. Mais ça, c'est pour vous montrer un exemple où ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait, au vu de la symétrie CP,
la matière et l'antimatière ne se comportent pas de la même façon. Et ce qui est très cool, c'est que je vous avais dit que C, P et T, il fallait absolument les conserver toutes les trois ensemble. Donc là, c'est une autre façon de dire qu'au vu de la symétrie du temps, ces particules ne se comportent pas de la même façon. Et ça, c'est vraiment très chouette de pouvoir le tester dans nos expériences. Et là, vous allez me dire, oui, mais la baryogénèse, dans tout ça, vous nous aviez dit plein de choses. Alors, nous avions cette quantité-là, et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on arrive à mesurer dans nos expériences des différences entre la matière et l'antimatière. Là où on en est aujourd'hui, c'est que ce qu'on mesure expérimentalement, ce qui est prédit dans le modèle standard, ce sont des quantités qui sont trop petites pour le moment pour expliquer la baryogénèse avec les chiffres dont on a besoin pour expliquer la disparition totale de l'antimatière. Donc tout ça pour dire que pour le moment, on n'est pas tout à fait au chômage et qu'il faut qu'on soit encore ingénieux pour trouver d'autres façons pour tester ça. Donc, la boucle est presque bouclée. Est-ce qu'on a tout compris sur la matière et l'antimatière ? Eh bien, la réponse est absolument pas. Il nous reste plein de choses à comprendre. Il faut continuer à faire des expériences. Il faut continuer de travailler avec nos collègues théoriciens pour être de plus en plus ingénieux, pour inventer des choses de plus en plus belles et les tester, et peut-être découvrir des choses intéressantes. Et maintenant, cher public, je vous laisse répondre à la question. À votre avis, est-ce que le lapin d'Alice est fait d'antimatière ? Merci. Merci beaucoup Yasmine Amis pour cette conférence très claire et richement illustrée, je dois dire, parce que vous êtes non seulement physicienne, mais vous êtes également dessinatrice, c'est vos propres dessins. Et merci d'avoir souligné également à quel point l'antimatière fascine la pop culture. C'est d'ailleurs à se demander si l'industrie de la culture n'est pas un des débouchés industriels, comme la médecine dont vous parliez tout à l'heure. Mais revenons à la physique. Et ce soir, on va essayer, comme Alice, de traverser le miroir et je vais inviter à vous rejoindre sur scène de conférenciers des autres soirs qui, eux, travaillent plutôt sur l'aspect théorique, justement. J'invite Jean-Philippe Usan de l'Institut d'astrophysique de Paris que vous avez pu entendre lundi sur le temps. Bienvenue. Laissez-moi juste le siège de droite, ça c'est le mien. Voilà. Et le professeur Edmund Copeland, professeur de physique à l'université de Nottingham, Royaume-Uni, qui va nous parler demain soir sur l'histoire de l'univers, son passé, son présent et son futur. Welcome Edmund, please take a seat. This one, please. Thank you very much. Welcome on stage. Et la discussion, donc, va se dérouler en anglais et en français. Les questions et les réponses seront traduites en direct dans les petits casques que vous avez pris tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français, comme vous le voulez. Alors, avant qu'on prenne les questions du public, j'aimerais commencer par un petit tour de table d'environ 5 minutes. Et j'aimerais qu'on revienne sur Paul Dirac, ce physicien dont vous avez parlé tout à l'heure, Yasmine, qui fut le premier à postuler l'existence de l'antimatière en 1931, en combinant la mécanique quantique et la relativité restreinte. J'espère ne pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle. Et en fait, il disait qu'il est plus important d'avoir de la beauté dans les équations que de les faire correspondre à l'expérience. En anglais, it's more important to have beauty in one's equation than to have them fit experimentally. Donc ma question, du coup, c'est un petit peu la jonction, Yasmine, avec la réponse que vous donniez hier après la conférence de Daniel Baumann sur l'importance de ne pas oublier le volet expérimental quand on parle de physique. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette découverte expérimentale de l'antimatière, comment ça marche, cette antimatière qu'on a pu découvrir, qui est produite naturellement en toute petite quantité, et en quoi ce mécanisme de formation est assez différent de ce que vous faites au CERN, que vous avez pu expliquer tout à l'heure. Oui, donc est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, très bien. Donc pour le premier, alors Paul Dirac, quand j'étais étudiante, comme beaucoup d'étudiants, j'avais une fascination pour lui, j'avais lu la biographie, etc. Mais je pense que ce qu'il dit, peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord, que ce qui compte, c'est que la théorie elle soit la plus jolie, même si expérimentalement, elle ne fonctionne pas.
parce que c'est ce dont on parlait hier, c'est que pour faire avancer la discipline de manière générale, c'est important d'avoir des théories qu'on est capable de tester de manière expérimentale. Et puis en parallèle, c'est important d'avoir des expériences et des mesures qui, de leur côté, nourrissent la théorie pour faire avancer le schmilblick, pour dire les choses simplement. Pour répondre à votre deuxième question qui concerne l'antimatière, donc on peut en trouver des fois dans la nature, par exemple si on prend certains isotopes qui vont émettre des positrons. Donc, quand on donnait l'exemple de la tomographie par émission de positrons, donc ça venait de ces isotopes-là. Après, il y a d'autres exemples où mes collègues qui sont astrophysiciens vont connaître ça mieux que moi, où dans certains phénomènes astrophysiques, on va pouvoir créer des petites particules d'antimatière. Donc, on peut avoir des antiprotons ou ce genre de choses, et, des positrons aussi. Et puis, ce qu'on fait après, c'est qu'on a des prédictions de ces flux, et puis on peut les comparer avec l'expérience. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a parlé un petit peu du modèle standard et qu'on essayait d'aller au-delà du modèle standard pour comprendre des choses plus fondamentales. Et on a des modèles de nouvelles physiques, parfois avec de la matière noire ou autre chose, qui nous disent qu'on peut avoir certaines productions de ces antimatières-là, cette antimatière, je vais y arriver. Et donc, on a vraiment cette complémentarité où on essaye d'étudier celles qui viennent de l'espace, celles qu'on produit dans nos laboratoires. Et dans les laboratoires, là, j'ai parlé d'un exemple seulement, où on fait des collisions de protons, mais en réalité, on peut faire aussi d'autres types de collisions. Et selon les systèmes qu'on utilise, on peut répliquer des choses différentes qui se passent par ailleurs en astrophysique. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur ces autres moyens de montrer de l'antimatière. Et là, je me tourne vers vos collègues qui sont plus sur l'aspect théorique. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur du coup, le mécanisme de formation de l'antimatière naturellement, entre guillemets, dans les astres? Peut-être Jean-Philippe? Non, mais c'est le même qu'en laboratoire, en fait. Il Oui. va y avoir des effets, il va y avoir en fait des phénomènes de très très haute énergie, Voilà. que ce soit dans l'univers primordial, que ce soit autour d'astres extrêmes, comme par exemple, si vous prenez un trou noir et que vous avez de l'accrétion de matière sur un trou noir, cette matière va être accélérée, et c'est toujours le E égale MC2 qui joue. C'est la formule magique E égale MC2, qu'on lit de droite à gauche et de gauche à droite, tu as fait les deux, c'est-à-dire que tu as pris de l'énergie que tu as extrait de tes protons pour recréer de l'antimatière, et puis à partir de cette matière, eh bien, à la fin, ça recrée de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on utilise dans les étoiles, dans les centrales nucléaires, et ainsi de suite. Et cette formule qui permet de passer de l'un à l'autre, elle est fondamentale parce qu'elle nous apprend que la masse et l'énergie ne sont pas deux concepts différents, comme on l'apprend en physique newtonienne, que c'est deux facettes de la même pièce, et qu'en fait, on n'a pas de liberté. Mais c'est à la fois un outil et un outil de mesure. Et donc, dès qu'on a des phénomènes de très très haute énergie avec des collisions dans les systèmes astrophysiques, on va créer de l'antimatière. Mais en général, cette antimatière, elle ne se propage pas très loin parce qu'elle est entourée de nuages de gaz qui sont faits de matière et tout de suite, ça va s'annihiler et c'est bien le grand problème. Éventuellement, on pourrait avoir par chance une particule d'antimatière qui s'échappe et qui là peut traverser le milieu intergalactique ou le milieu interstellaire. Mais c'est donc ça va être des flux extrêmement faibles, beaucoup plus faibles que ce qu'on a en laboratoire. Et puis avec le problème que l'on ne connaît pas l'état initial. Ce que tu fais, c'est que tu prends deux systèmes bien connus qui sont deux protons, et ensuite tu mesures toutes les particules qui en sortent. Et donc tu as avant et après. On ne sait jamais ce qui se passe au milieu, on voit l'avant et l'après, on a deux images, on a une théorie et on essaie de savoir ce qui se passe là où on ne peut pas filmer à partir de l'image de début et l'image de fin. En astrophysique, on n'a pas l'image de début. Oui. Parce qu'on n'a que l'image de fin. Et donc, quand on a cette mesure, certes, ça nous permettrait de détecter des particules d'antimatière, mais on va surtout l'utiliser pour dire quels sont les processus qui sont à l'œuvre dans ce système que je ne peux pas, dans ce processus que je ne peux pas observer sinon. Donc, ça va devenir un outil, en fait, cette observation antimatière. Oui, c'est un outil complémentaire, en quelque sorte, qui permet de vérifier que ce qu'on a montré dans les accélérateurs, ça reste valable à l'échelle de l'univers. On peut dire, du coup, que l'univers a ses propres accélérateurs de particules, si on veut. Bon. L'univers dans le passé était à très très haute énergie. Et en fait, pour rebondir, peut-être faire le lien avec ce que tu nous disais sur le problème de l'antimatière, si vous prenez ici un petit cube d'1 centimètre de côté,
Dans ce petit cube, il y a en moyenne 411 particules de lumière, 411 photons. D'accord ? Ça, on le sait, c'est mesuré avec une très très grande précision. On l'a dit déjà hier, et je pense que Ed le répétera probablement, l'expliquera demain, l'univers est en expansion. Donc si vous remontez dans le passé, eh bien, la densité des photons dans un petit cube de 1 cm va augmenter. Et l'énergie de ces photons va augmenter. Et il y a un moment où l'énergie de ces photons va être telle qu'elle va dépasser la masse de l'électron, par exemple. Et à partir de ce moment-là, le E égale mc2 va jouer. Et donc, en fait, dans ce bain thermique très très chaud, très très dense, vont apparaître des paires de particules et d'antiparticules. Donc, quand vous remontez le film, le fait que vous mesuriez tous ces photons ici vous dit, dans le passé, il devait y avoir de l'antimatière. Et le petit état que tu as montré nous dit, en fait, ils étaient presque en quantité égale, la même quantité, mais ils différaient à la 9e décimale. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire, si on avait eu des millions de fois plus, on aurait dit, c'est comme ça. Là, c'est presque égal à 1 millionième près. Et ce qui nous embête, c'est d'expliquer ce petit écart entre l'égalité de matière et d'antimatière dans notre univers. Et ça, c'est l'observation donc, de ce que vous faites, qui vous dit voilà comment ces particules et ces antiparticules, donc c'est bien vérifié qu'elles suivent les lois de la relativité restreinte, de la physique des particules, et l'observation de l'astrophysique qui nous dit il y a 411 photons, et puis après la théorie de la cosmologie qui nous permet de remonter dans le temps. Donc il faut mettre plein de puzzles ensemble, mais il y a un moment où on voit que les pièces du puzzle ne s'agencent pas parce qu'en fait, il y a un moment, il y a entre deux pièces, il y a un petit truc qui coince à 1 millionième près et on n'arrive pas à empiler les pièces. Et c'est ça qui est le caillou dans notre chaussure. Oui, merci. D'ailleurs, on va revenir du coup à la partie cosmologique du puzzle et à la conférence du professeur Ed Copeland demain, qui va nous parler de l'histoire de l'univers. He will go in depth about the history. On parlera en détail de l'histoire de l'univers et vous parlerez de l'une des phases les plus premières, plus fondamentales, lorsque les noyaux sont arrivés à la formation d'atomes. Et je voudrais que l'on rentre dans les détails sur cette précédente phase de la baryogenèse. Que s'est-il passé entre ces deux phases? Vous avez 2 minutes. Alors, je suis heureux qu'elle ait une question pour vous. Alors, j'ai la question facile, n'est-ce pas? Alors, la nucléosynthèse, donc la formation des noyaux, n'est-ce pas? C'était peut-être 1 minute après le Big Bang. Et c'est très important. Il n'y avait pas beaucoup d'antimatière à ce moment-là. S'il y en avait eu, alors tous les noyaux qui se seraient formés auraient été annihilés par l'antimatière. L'antimatière avait donc cette symétrie et c'est là que les baryons sont devenus plus nombreux que les antibaryons. Mais on ne sait pas vraiment quand cela s'est produit. Il y a plusieurs modèles qui font des prédictions. La plupart indiquent que cela aurait été pendant la phase où il y avait l'électrogenèse, avec les leptons, la leptongenèse, dont on a et tous ces autres éléments. Et il y avait une différence entre le nombre de leptons et d'antileptons, les positrons et les électrons, etc. Mais des différences toutes petites, toutes petites. Et pour chaque milliard de positrons, il doit y avoir 1 milliard et 1 d'électrons pour s'assurer du fait que, in fine, on est de la matière. La leptogenèse implique ces interactions à certaines échelles. La baryogenèse implique des interactions avec les baryons. Vous êtes plein de leptons, mais aussi de baryons, de protons, de neutrons. Et lorsque 3 quarks se combinent, on a un baryon. Dans certains scénarios, l'on peut générer des symétries avec les baryons.
Et cela peut se voir à certaines échelles, mais parfois, cela se produit aussi très proche de la grande unification, à bien plus haute intensité. Et là, oui, il y a peut-être des liens avec des trous noirs. J'ai écrit des papiers, beaucoup d'études à ce sujet. Mais je n'ai rien réussi à démontrer, car le fait est qu'on ne peut pas vraiment prouver tout cela. Il faut des assumptions, des thèses et hypothèses. Pour répondre à votre question, tout cela s'est produit très vite, bien avant la première seconde. Je vous remercie. Il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Passer sur le français, avant de donner la parole au public, une petite question pour vous, Jean-Philippe. Je me souviens d'une conférence il y a environ 10 ans au Festival d'astronomie de Fleurance, en France, où vous disiez que l'antimatière, comme bien d'autres des constructions physiques qui ont d'abord été formulées comme hypothèse avant d'être découvertes, elles brillent par leur absence. L'antimatière brillait par son absence avant d'être découverte. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? Je trouve la formule très belle. Ah là, j'ai oublié un petit peu les détails de cette histoire. Donc ça part toujours comme un jeu de mots, briller par son absence. Vous savez, on dit toujours ça pour quelqu'un, voilà, c'est mieux que quand t'es pas là. Bref, et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui se passe en physique. C'est-à-dire que souvent, et vous avez vu, on a parlé depuis lundi, et en particulier hier dans l'exposé de Daniel, de ces quantités qui sont conservées. Si on a des symétries, à chaque symétrie est associée une quantité conservée. Et donc, comme souvent, il y a des systèmes physiques, on le voit à un certain moment, on le voit plus tard, comme dans tes expériences, et on ne sait pas exactement ce qui se passe au milieu, parce qu'on n'a pas les outils en fait, pour mesurer pendant toute l'évolution, et on essaye de se dire, est-ce que ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après est cohérent? Est-ce que toutes les choses que je crois qui sont conservées, toutes les quantités qui doivent être conservées, le sont? Et ça, il y a eu de nombreuses fois en fait, où ça n'a pas été le cas, et ça a été des moteurs de découverte pour la physique. Et un cas qui est un cas historique, c'est quand on prend un atome qui s'appelle le cobalt. Le cobalt, il se désintègre, c'est en nickel, je crois, en émettant un électron. Et un neutrino. Ah oui, il ne faut pas le dire tout de suite, ça. Ça, tu ne sais pas. Donc on est vers 1930, on voit le cobalt se désintégrer en nickel et ça émet un électron. Et on se rend compte de la première chose. Donc c'est une particule qui est une autre particule. Si vous êtes sur un lac et qu'il n'y a pas de frottement et que vous lancez une pierre, votre bateau il va reculer. C'est l'effet de recul, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Cette conservation a été violée et donc ça voulait dire qu'il y a autre chose. Il y a une autre particule qui doit être émise. La conservation de l'énergie était violée, donc on avait une idée de la masse que devait avoir cette particule. Ensuite, on a regardé d'autres quantités dont tu aurais pu parler, une quantité qui s'appelle la charge leptonique, savoir si c'était un lepton ou un antilepton. Et en fait, on n'avait il n'y avait pas de lepton au début, il y en avait un à la fin, donc il fallait un lepton, mais une antiparticule. Et puis la conservation de la quantité de mouvement disait que ça devait avoir un spin d'1,5, c'était un fermion. Donc on avait toute la carte d'identité de ta fiche, alors qu'on n'avait pas mesuré cette particule. Si la théorie est vraie, pour qu'on ait la conservation de toutes ces quantités, il devait exister un antifermion qui avait une certaine masse, qu'on avait une idée de la masse, et la conservation de la charge électrique me disait aussi que c'était une particule neutre. Donc on avait toute la fiche. Donc maintenant, on pouvait construire une expérience pour aller chercher cette particule. Mais il fallait croire que ces quantités étaient bien conservées. Et à l'époque, ça a fait débat, puisque Niels Bohr a essayé de dire peut-être que l'énergie n'est pas conservée. Il a essayé de construire une théorie quantique dans laquelle l'énergie n'était pas conservée, alors que Wolfgang Pauli a dit non, moi je tiens à la conservation de l'énergie, c'est plus fondamental que ce qu'on sait sur ces particules. Et il doit exister une particule qu'on va appeler, là c'était un antineutrino, l'antiparticule associée au neutrino, et qui a ensuite été découvert, je crois en 1956, il a fallu un petit peu de temps pour avoir des détecteurs de ces particules. Et donc on voit qu'on a eu beaucoup de découvertes qu'on a pu anticiper. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que quand vous croyez dans les lois de la physique, ces lois de la physique sont des instruments pour voir ce que vous n'êtes pas capable de voir avec les instruments de mesure que vous avez actuellement. Et donc ça, c'est aussi un guide pour faire de nouveaux instruments. Et en astrophysique, on l'utilise toujours. On vous parle par exemple de matière noire, de matière qu'on n'est pas capable de voir avec des télescopes. Eh bien, elles sont détectées parce que cette matière se révèle, ne peut pas se cacher, parce que personne ne se cache à la gravitation. Voilà.
c'est profond. Et c'est vrai que la sérendipité dans la recherche est fertile, mais elle a probablement ses limites en physique fondamentale en tout cas. Je me tourne vers vous, public. Si vous avez des questions pour nos intervenants, c'est probablement le moment de les poser. Et dans le cas contraire, je peux me tourner... Alors attendez, je vois une main qui se lève. Là-bas, monsieur à gauche, oui. Madame, bonsoir. Je me présente Laurent Lambert, citoyen genevois et du Monde. Ma question sera toute simple. Depuis très longtemps et encore jusqu'à ce jour, lors du début de l'introduction de votre exposé, Madame, j'ai perdu votre nom, m'en tenez par rigueur, du Big Bang. Mais Madame, vous en tant que scientifique ou ceux qui vous accompagnent, qui est le Big Bang ou quoi est le Big Bang, s'il vous plaît? Alors, je vais être très lâche et je vais passer la question à mon collègue théoricien, parce que lui fait de la cosmologie. Et la cosmologie, c'est la discipline qui veut vraiment essayer de comprendre ces premiers instants de l'univers. Et ce Big Bang-là, sorry. This one is for you. You could take this one, please. You got the question in English? Alors, le Big Bang, de façon conventionnelle, est perçu comme le début de notre univers. C'est le moment où la matière a été créée, et comme Daniel l'expliquait hier, eh bien on pense à un moment dans le temps où la matière a été créée et les particules ont commencé à s'éloigner des unes des autres. Mais la question est, qu'est-ce qui a explosé ? Quel était le bang? Et on ne connaît pas la réponse à cette question. On ne sait pas ce qui a déclenché ce changement. On peut avoir une approche différente au Big Bang. J'en parlerai d'ailleurs demain. Mais voilà l'approche conventionnelle. C'est de définir cela comme le tout début de l'univers. Mais en vrai, à ce moment précis, eh ben, nos équations s'effondrent car les courbes de notre univers s'étendent tellement qu'on ne peut plus utiliser les équations d'Einstein. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est pour cela que nous devons modifier la théorie de relativité générale d'Einstein, car elle n'explique pas le tout début de l'univers. Et donc, la théorie de la gravité d'Einstein ne porte pas et n'inclut pas la mécanique quantique. Donc, nous espérons qu'en ajoutant cet élément à la relativité générale, donc pour parler de la gravité quantique, eh bien, nous pourrons comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vous invite à revenir demain si vous souhaitez en savoir davantage. Merci beaucoup. On prie un petit peu, mais revenez demain, dans tous les cas. Et je vais me tourner vers Thierry au premier rang. Est-ce qu'on a également des questions en ligne? On a beaucoup de questions en ligne. Il y en a deux en astrophysique et une en physique fondamentale. Les deux questions d'astrophysique sont: est-ce qu'on pourrait trouver des galaxies d'antimatière très loin? Et la deuxième dans ce rapport, c'est quelle est ou quelle pourrait être la relation entre matière-antimatière d'une part et matière noire d'autre part. Et puis la question de physique plus fondamentale, c'est comment est-ce qu'on sait que les trois symétries CPT mises ensemble doivent être conservées? Alors allez-y. Non, je crois qu'on a trois questions très profondes et fondamentales. Je vous laisse vous les répartir. La première peut-être je peux donner un élément de réponse. Donc, parce qu'il y a une partie, donc pour CP et T, les trois ensemble, il y a un côté qui vient de la façon dont la théorie est écrite. Et donc, on a des outils qui nous permettent d'encoder ce qu'on sait des particules et des interactions, donc des Lagrangiens ou des Hamiltoniens, selon la manière dont on écrit les choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des termes qui apparaissent
qui ont besoin d'être pareils. Et donc ça fait partie des choses qu'on doit absolument conserver pour que la théorie ne s'écrabouille pas. Mais je suis sûre que mes collègues théoriciens vont vouloir ajouter quelque chose. Et puis après, d'un point de vue expérimental, la façon dont on teste ça, c'est qu'on produit des particules de matière et d'antimatière, par exemple, et qu'on va mesurer leur temps de vie, ou on va mesurer leur masse. Et ce qu'on voit, c'est que dans la limite de la précision des instruments qu'on a, ou de la quantité de données qu'on a analysées, ça c'est toujours une chose qu'il faut garder en tête, la précision, et bien ce qu'on voit, c'est qu'elles ont le même poids et le même temps de vie. Et donc ça, c'est une conséquence du fait qu'on doit avoir la symétrie CPT qui est conservée. Donc ça, c'était pour répondre à la dernière question. Je ne sais pas si un de vous veut ajouter. Sure. Je vais tenter de répondre à la première question. Alors, c'est une question tout à fait intéressante pour les galaxies, l'antimatière. Comment peut-on savoir si il y a une zone d'antimatière parmi les galaxies? Eh bien, imaginez s'il y en avait une de chaque et qu'elles se rencontraient. Eh bien, il y aurait une grosse explosion. Donc, ce que l'on regarde, c'est-à-dire la radiation cosmique, donc l'univers, il y a plus, lorsqu'il avait 300 000 ans, eh bien, les études portent sur donc l'environnement cosmique et cherchent des zones très éclairées qui seraient l'interface de la matière et de l'antimatière, mais n'observent pas du tout ça. Donc, ont pu justement restreindre le champ de possibilités par rapport à l'éventualité de galaxies dans de l'antimatière, car on n'en observe pas. Ensuite, il y a une question, il me semble, sur la différence entre la matière et la matière noire. Vous parlez de la matière noire, alors donc, elle interagit de façon gravitationnelle comme tout le reste, comme il a été démontré par Yasmine, mais il n'y a pas d'interaction électromagnétique. Voilà la grande différence. Voilà pourquoi c'est si difficile de la détecter. Et demain, je vous montrerai quelque chose qui a été mentionné par Jean-Philippe. On regarde l'inférence de la matière noire en regardant la lumière. Donc, comment se courbe la lumière. Et on cherche donc cette distorsion pour tenter d'identifier si l'élément est là ou pas. Il y a des experts à l'Université de Genève qui comprennent donc les calculs. Il est possible d'inférer donc la présence d'antimatière grâce à cela. Mais la différence entre la matière et la matière noire, c'est qu'il n'y a pas d'interaction gravitationnelle. Je vais revenir avec une question que je me posais tout à l'heure et qui est destinée à Yasmine. Donc vous travaillez en particulier sur le LHCb au CERN. Et le CERN est actuellement dans son run 3, je crois, donc sa période d'exploitation où il est allumé et on mène des expériences de façon intensive. Et ma question, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait montrer sur l'antimatière dans ce run actuel. Quels sont les résultats qu'on espère pouvoir avoir très prochainement? Ok, donc pour expliquer, pour reprendre votre question, la façon dont les expériences du CERN fonctionnent, les expériences du LHC pour être précise, c'est ce qu'on appelle des runs, c'est des longues périodes de prise de données. Donc la prise de données, elle a commencé, les premiers faisceaux qu'on a eus, c'était en 2009, et on a eu 2 runs du LHC. Donc pour l'expérience LHCb, pendant les dernières années, on a fait ce qu'on appelle une upgrade, c'est-à-dire qu'on a enlevé des bouts du détecteur, on les a modifiés avec des instruments plus performants, plus précis, on a changé plein de choses. Et d'ailleurs, je peux faire la publicité à mon mari qui est quelque part ici, qui fait plein de choses sur l'upgrade et il fait ça très très bien. Et donc, ce qu'on fait, c'est que maintenant qu'on a upgradé ce détecteur-là, on va pouvoir prendre plus de données
Et on a des instruments qui sont plus précis. Donc on va avoir une combinaison de plus de données, ça veut dire pouvoir réduire ses incertitudes statistiques, améliorer sa précision. Et des instruments plus précis, ça veut dire qu'on peut voir des effets qui vont être plus fins potentiellement. Donc en combinant toutes ces choses-là, ce qu'on espère, c'est être capable de encore pousser encore plus nos études. Donc pour vous donner peut-être un exemple simple, vous avez vu à la fin de ma présentation, j'avais ces pics que je vous ai montrés de matière et d'antimatière, et donc ils montaient jusqu'à une certaine hauteur. La hauteur de ces pics-là, elle vous donnait, si vous voulez, une taille de l'échantillon qu'on avait réussi à collecter et à reconstruire. Donc si on prend plus de données, ça veut dire que ça va monter, ça va être plus précis, et donc peut-être qu'on va être capable de voir des effets encore plus subtils. Oui, statistiquement, si vous produisez plus d'antimatière grâce à des... Enfin, au-delà d'en produire plus, c'est surtout que vous arrivez mieux à la capter, à la percevoir grâce à la haute luminosité. On arrive à mieux les reconstruire, à mieux les identifier, et on utilise des outils... Des outils très sophistiqués, on pourra en parler plus si vous voulez, pour être capable de prendre plus de données et on espère de meilleures données. Oui, la donnée, c'est le nerf de la guerre également en physique expérimentale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public, dans la salle? Oui, monsieur, là devant, au 4e rang. Merci. Ma question est toute simple. En fait, il y a 2 volets, mais vous nous avez montré qu'on a pu créer au CERN de l'antihydrogène. Oui. Alors la première question, est-ce que ces atomes d'antihydrogène se sont combinés entre eux pour faire des antimolécules d'hydrogène? Et si ça peut être observé ou pas? Et est-ce qu'on est allé au-delà, ça c'est le 2e volet, de l'hydrogène? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des atomes plus lourds, des anti-atomes plus lourds, on dirait, qui ont été mis en évidence grâce à vos expériences? Alors c'est une très bonne question et je ne suis absolument pas spécialiste de ça. Donc l'expérience ici dont j'ai parlé, qui s'appelle l'expérience alpha, ce qu'elle fait, c'est de créer des atomes d'antihydrogène donc en prenant des positrons et des antiprotons. Et il me semble qu'il y a d'autres expériences qui essayent de les combiner un petit peu plus pour essayer d'avoir comme un noyau d'antideuterium ou ce genre de choses. Donc je crois que ça, c'est possible et ça a été fait, mais je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si un de mes collègues sait. Donc on pourra chercher ça ensemble. Désolé. Ben non, merci. Alors, je ne sais rien sur le thérium et l'antithérium, mais je crois que c'est le professeur Charleston du Royaume-Uni qui travaille là-dessus. Et donc oui, c'est évident, on veut tester les lois de la physique et on utilise l'antihydrogène. Et lorsqu'on a des antiatomes, eh bien, les lois de la physique s'appliquent toujours ou pas? Eh bien, on ne sait pas encore. Donc toutes ces magnifiques symétries qui ont été décrites par Daniel hier, on ne sait pas si elles sont encore valables. Donc, votre question est tout à fait pertinente. Nous tentons de créer des molécules plus complexes, des atomes plus complexes, pour pouvoir tester les interactions entre ces éléments. Moi, de ce que je sais et de ce que je connais, toutes nos théories s'appliquent. Mais est-ce qu'on est allé assez loin? Je ne sais pas encore. Un bon axe de recherche pour le futur. Du coup, ça m'évoque une question pour Yasmine. Vous avez parlé de l'expérience alpha tout à l'heure, qui a permis de montrer que la gravité s'appliquait de la même façon sur la matière et l'antimatière. Je crois que l'expérience alpha a également étudié la nature spectrale un petit peu de la matière et de l'antimatière. C'est-à-dire que la matière, normalement, elle envoie de la lumière dans un certain spectre lumineux. Et du coup, est-ce que l'antimatière se comporte de la même façon? Alors, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le seul endroit où on arrive à voir des différences entre la matière et l'antimatière, c'est au vu de l'interaction faible. Donc, c'est là où on voit des toutes petites différences. Après, pour ce qui est de la gravité, de l'interaction électromagnétique, donc ce qui explique l'émission les différences des états, ça semble se comporter de la même façon.
D'accord, donc gravité, pareil, et spectre lumineux, pareil aussi. Et interaction forte aussi. Et interaction forte. Ok, merci beaucoup. Thierry, est-ce qu'on a des questions intéressantes? Si on se projette un peu dans le futur, dans notre région, une question est de savoir ce qu'apporterait le nouvel accélérateur qui est prévu par le CERN ou qui est souhaité par les physiciens. Et si on tire cette question encore un tout petit peu plus loin, au fond, pourquoi est-ce qu'on continue toujours vers des accélérateurs plus grands, vers des machines plus grosses? Est-ce qu'on va se heurter une fois à une limite? Est-ce que c'est une limite intellectuelle? Est-ce que c'est une limite physique? Donc au fond, la prochaine étape est à l'infini. Alors c'est une question très difficile, je ne sais pas qui l'a posée. Merci personne de l'avoir posée. Donc pour mettre les choses en contexte, l'accélérateur que je vous ai montré ici, qui s'appelle le LHC, il fait 27 km de circonférence et il passe en Suisse et puis dans le pays de Gex. Donc il y a des discussions à l'heure actuelle pour voir si on construirait un autre accélérateur qui serait, au lieu de 27 km, 100 km. Vous pouvez imaginer la taille de l'instrument. Donc cet instrument, ça s'appelle FCC. Et puis à l'intérieur de ce collisionneur, on pourrait faire deux choses. On pourrait faire accélérer des électrons, donc un électron et un anti-électron. Ça, c'est intéressant parce que l'électron, de ce qu'on sait, c'est une particule qui est ponctuelle, contrairement au proton, je vous l'ai montré, qui est fait de tout plein de choses. Donc, quand on fait des collisions d'électrons, anti-électrons ou des collisions de protons, on peut apprendre des choses différentes. Après, il y a cette question de l'utilité de ces instruments-là, et c'est une question qui est très compliquée, que tout le monde se pose, et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un moment où ces questions sont brûlantes, parce qu'au LHC, on a découvert le boson de Higgs, on a découvert plein d'autres petites particules, mais qui sont des particules de spectroscopie, donc on s'attendait un petit peu à ce qu'elles soient là. Mais après, on n'a pas vu de nouvelles particules. Donc, si vous voulez, il y a clairement des choses qu'on a besoin de comprendre. Et une des questions qu'on se dit, c'est est-ce que cet accélérateur est la réponse pour comprendre ces nouvelles choses-là? Donc, si je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas si c'est la meilleure réponse. C'est des questions qu'on est en train de se poser. Et aussi, on se confronte en tant que personnes qui font la physique expérimentale. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? C'est une façon de faire qu'on connaît très bien, une façon de faire qu'on peut pousser. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y a vraiment des façons différentes de faire les choses. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est une question qui est tout à fait pertinente, d'un point de vue physique, d'un point de vue technologique. On imaginait bien que si on a besoin d'ingénierie pour construire ce genre de tunnel, et puis c'est une question sociétale aussi pour voir est-ce que par hasard on va découvrir des choses. Si vous voulez, si on avait eu plus de chance et qu'au LHC on aurait découvert juste au seuil quelque chose de nouveau, alors peut-être que l'ambiguïté elle serait absolument pas là. Mais là on est un petit peu dans cette zone de flou où on comprend plein de choses, on sait qu'on a besoin de comprendre plus de choses, mais on est dans une zone de tâtonnement. Et donc, quel est le meilleur instrument pour répondre à la zone de tâtonnement? C'est ce qu'on se pose maintenant. Oui, c'est vrai que c'est une question, je crois, que je vous avais posée également lors de notre entretien préparatoire. Du coup, merci de l'avoir posée en ligne. Et oui, c'est vrai que ces grands accélérateurs de particules, on rappelle qu'ils sont situés dans un pays, mais que c'est des véritables collaborations internationales et que ce n'est pas parce qu'un accélérateur est situé à Genève ou au Japon qu'on va avoir que des chercheurs suisses ou japonais. Et du coup, j'en profite pour vous demander s'il n'y a pas d'autres moyens de travailler sur l'antimatière de manière expérimentale sans passer par les accélérateurs de particules. Je crois qu'on a des détecteurs de neutrinos, notamment, qui permettent de prouver des choses sur l'antimatière également. Peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces autres moyens d'étudier l'antimatière? Oui, donc il y a effectivement plein d'expériences, il y a plein de façons de tester ces choses-là. Donc les collisionneurs, on les aime bien parce qu'on a notre équation de tout à l'heure, E = mc². Donc on peut mettre plein d'énergie et créer
de nouvelles particules. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'étudier les neutrinos et les antineutrinos, ceux qui nous viennent tout simplement du Soleil et d'autres endroits dans l'univers. Donc pour ça, on peut avoir des instruments. Donc par exemple, au Japon, il y a un instrument qui s'appelle Super Kamiokande, qui est une espèce de grande piscine. Imaginez une grande piscine avec plein de détecteurs sur les côtés. Et puis ces détecteurs, ça s'appelle des photomultiplicateurs. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir des neutrinos ou des antineutrinos, selon les cas, qui vont de temps en temps interagir avec notre milieu. Et puis on peut les étudier de telle façon. Donc l'approche, elle est un petit peu différente. C'est ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. C'est que ce qu'on aime bien dans les collisionneurs, c'est qu'on a quand même pas mal de contrôle sur l'énergie, sur ce qu'on fait, sur la façon de reproduire les choses. Quand on fait des expériences de neutrinos, on peut en faire aussi sur faisceau, on peut en faire aussi grâce à des réacteurs nucléaires, et puis on peut aussi en faire de façon astrophysique. Donc toutes ces choses-là sont complémentaires. La discipline des neutrinos, c'est vraiment un art, enfin une discipline à part entière, où on apprend des choses un petit peu différentes de ce qu'on fait, par exemple, ici. Merci beaucoup. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Ed ou Jean-Philippe? Peut-être un petit point. Il y a d'autres façons pour les gens de rechercher des corrélations liées à la CPT avec les accélérateurs. Moi, j'étais à l'université de Sussex et ils ont un groupe éminent qui se penche sur le neutron. Un neutron. Et les neutrons sont comme des petits aimants, comme les protons. Et donc, si on applique un champ magnétique, ils bougent parce qu'ils réagissent. Et donc, il y a le moment des dipôles électriques qui peut être étudié. Et donc, c'est quand les neutrons se retournent. Et donc, c'est grâce à ce phénomène que la radioimagerie fonctionne dans les hôpitaux. Et donc, à en croire la théorie, s'il y a une quantité de violation CP, alors cela devrait se voir avec la rotation de ces dipôles. Et si je ne me trompe, nous sommes à 10 exposant moins 26 ici. Donc 0.0000001. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes tout proches de 0 pour ces variations. Encore une fois, il y a donc des limites par rapport à ces violations et les résultats sont basés sur ces expériences. Ensuite, il y a une autre expérience aussi sur les dipôles électriques chez les électrons. D'étudier cette asymétrie entre matière et antimatière. On a le temps probablement de prendre encore une ou deux questions dans le public ou sur Internet. Est-ce qu'on a des questions du public sur place? Je ne vois pas à cause de la lumière, mais oui, effectivement, là, je vous vois maintenant. On peut passer le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. En fait, j'avais une question alors pour Madame Amis. Donc, merci pour votre présentation. En fait, vers la fin de ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, vous parliez de la brisure de la symétrie. Et je n'ai pas bien compris si vous parliez d'une hypothèse ou de quelque chose qu'on avait observé, ou je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a, vous savez un exemple, vous pouvez un peu développer, enfin, je sais pas. Oui, bien sûr. Donc pour répondre à votre question, dans le modèle standard, donc d'un point de vue théorique, on a des outils qui nous permettent de décrire, si on s'intéresse aux quarks, comment est-ce que les interactions entre les quarks se passent. Et on a une chose qu'on appelle la matrice CKM. Et donc la matrice CKM, c'est quelque chose qui nous parle de la façon dont les quarks discutent les uns avec les autres. Et donc dans cette matrice-là, on a la place, on a un terme, une phase qui nous dit que on peut avoir la possibilité
de ne pas d'avoir cette brisure de symétrie entre matière et antimatière au vu de l'interaction faible. Donc on a, d'un point de vue phénoménologique, théorique, on nous dit ça doit exister. Après nous, ce qu'on fait dans les expériences, c'est qu'on produit des quarks qui vont s'hadroniser, on disait, bon, peu importe. On va créer des particules de matière et d'antimatière, et puis après, on va tester ces interactions, et on peut vraiment les lier selon l'interaction, selon les particules qu'on va regarder, à des termes précis de cette matrice-là. D'ailleurs, l'expérience sur laquelle je travaille, elle passe beaucoup de temps à étudier cette matrice-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on teste ça, et ce qu'on voit, c'est que ça marche super bien. C'est-à-dire que dans cette matrice-là, elle nous autorise à avoir cette quantité d'asymétrie, et ce qu'on mesure, ça a l'air d'être vraiment en accord avec ça. Et la raison pour laquelle on continue de l'étudier, c'est parce que cette quantité-là qu'on mesure, elle est trop petite pour expliquer l'asymétrie dont on a besoin pour revenir en arrière au Big Bang. Et donc une autre façon de voir les choses, c'est de se dire le modèle standard qui a ce type d'interaction autorise cette quantité d'asymétrie. Si maintenant on a de la nouvelle physique, des nouvelles interactions, est-ce qu'elle aussi viendrait avec une certaine quantité, est-ce qu'elle nous autoriserait à avoir plus de différence entre la matière et l'antimatière? Et donc c'est comme ça que d'une façon très tordue, on essaye de chercher de nouvelles interactions à travers cette différence-là, et c'est ce qu'on appelle les recherches de physique au-delà du modèle standard, par exemple. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Je crois que j'avais vu une autre main se lever. Voilà. Et on ne va pas, malheureusement, pas avoir beaucoup de temps, mais on va essayer d'en prendre au moins une, voire deux, si on y arrive. Pardon, merci beaucoup. Toujours une dernière question. Peut-être celui-là s'adresse plutôt à Jean-Philippe Luzanne. Vous avez, il semblerait que vous avez dit que d'abord il y a les lois qui semblent des lois mathématiques, logiques, et que la physique qui est empirique cherche ensuite à travers les lois, à combler ce qu'on n'a pas encore vu ou connu. Est-ce que ça pourrait être le contraire, que l'empirique, la physique, nous fait créer, développer des lois? Ça, c'est une chose. Et lié à ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Donald Hoffman, qui sort de MIT, qui disait qu'avec le Max Planck constant de 10 à la puissance de moins 33, le paradigme, space-time paradigm, le paradigme de l'espace-temps disparaît ou collapses. Qu'est-ce qu'il veut dire, et est-ce qu'on pense que c'est même quelque chose de compréhensible? Donc, quand je disais qu'on utilise les lois, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre connaissance, on a des lois qu'on suppose établies, qui ont été vérifiées par toutes les expériences qu'on avait. Et tant qu'on n'a pas d'évidence contre ces lois, on ne les remet pas en cause, c'est-à-dire qu'on les croit vraiment, on dit c'est une description de la nature. Et quand vous commencez à trouver des premières anomalies, la première chose que vous vous dites, c'est est-ce qu'il manque quelque chose? Donc c'est vous recherchez, vous continuez à les garder. Mais contrairement à Dirac, alors moi je ne vais pas contredire Dirac parce que je ne suis pas au niveau, mais je pourrais demander à Feynman de dire ce qu'il en pensait, et il dit peu importe si votre théorie est belle, peu importe votre intelligence, peu importe que vous soyez célèbre, si votre théorie n'est pas en accord avec l'expérience, elle est fausse, et c'est tout. Et dans ce cas-là, il faut savoir comment est-ce qu'on rebondit là-dessus, parce que cette théorie, certes, on prouve qu'elle a un problème, mais jusqu'à là, à la précision des expériences antérieures, elle marchait. Donc ça veut dire qu'elle était au moins une bonne approximation de la théorie, la nouvelle théorie qu'on doit former. Et c'est ça la difficulté. Et dans mon exposé, je citais Einstein, il disait, il n'y a pas de chemin logique, c'est une intuition qui se développe parallèlement à l'expérience. Et cette intuition, elle vient de toutes ces théories qu'on a passé notre temps à construire. On a regardé aussi l'histoire de la physique, on a vu à chaque fois qu'il y avait un problème comment on s'en est sorti. Eh bien, par exemple, on parlait de la matière noire tout à l'heure.
eh bien, il y avait un problème dans l'évolution, dans la dynamique du système solaire avec la planète Mercure au début du XXe siècle. Les gens ont essayé, mais à force de toutes les manières possibles d'introduire une autre planète qui pourrait expliquer la trajectoire de Mercure, personne n'y est arrivé. Et là, c'était vraiment changer les lois, c'est-à-dire passer de la physique newtonienne à la physique relativiste. Mais en fait, à chaque fois on ne peut pas savoir, en fait. On ne peut pas le savoir a priori. C'est qu'à posteriori, on vous racontera une histoire et on présentera ça de façon logique. Mais moi, je crois fondamentalement qu'au moment où on fait de la recherche et qu'on se pose des questions, il y a des moments où on ne raisonne pas de façon rationnelle. On essaye des trucs, on a de l'intuition, et une fois qu'on trouve un chemin, on le rationalise, on en fait une théorie physique qu'on peut donner à nos collègues théoriciens pour qu'ils soient d'accord, qu'ils la critiquent en disant cette structure, elle peut mener à tel problème ou pas tel problème, il y a un problème de cohérence mathématique ou pas, et à nos collègues expérimentateurs pour qu'ils disent comment est-ce qu'on la teste. Mais en fait, quand on est en train de le faire, on doit prendre la liberté peut-être de ne pas être cohérent pendant un instant. Parce que sinon, on est complètement bloqué. Et ça, c'est très difficile, en fait, ça ne s'apprend pas. Moi, je sais qu'il y a quelques textes qui m'ont vraiment marqué, en particulier le texte de Einstein en 1905 sur le fait que la lumière pouvait être constituée de particules, parce qu'il commence, il vous dit, on sait bien que c'est une onde, tout le monde vous le dira, Maxwell, toutes les expériences le satisfont, et la théorie corpusculaire de Newton, on sait que ça ne marche pas. Et il dit, laissez-moi quand même la liberté, le temps de cet article, de supposer que c'est possible. Et là, il découvre l'effet photoélectrique. Donc il y a un moment, cette prise de liberté, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. La plupart du temps, on a peur parce qu'on a une communauté autour de nous. On connaît tous les arguments qui nous font penser que cette hypothèse, a priori, elle est stupide. Mais de temps en temps, il faut aller sur ces chemins qui sont les chemins que l'on pense être exclus, juste pour explorer, parce que peut-être que dans ce chemin-là qui était exclu, il y a encore un petit recoin sur le côté qui vous permet de vous faufiler et qu'il y a quelque chose que personne n'avait vu. Mais ça, c'est un peu la chance, c'est-à-dire que là, quand vous prenez tous les scientifiques, ils sont tous aussi bons les uns que les autres, et de temps en temps, il y en a un jour qui se dit « Oh ben tiens, je vais prendre cette porte-là plutôt que celle-là », et puis il découvre quelque chose. Et ça, c'est le côté en fait du hasard, en fait, de la façon dont la connaissance se crée, et on n'y peut rien. Il faut juste avoir à l'esprit qu'il y a toutes ces possibilités, et puis certains jours, vous avez peut-être de la chance. Mais je ne peux pas en dire plus sur ce que va révéler la physique de ces anomalies, et ça, c'est aussi ça qui nous excite, c'est savoir en fait où se cache la solution. Est-ce qu'il faut revoir la structure de l'espace-temps comme vous le justifiez? Il y a des arguments de la mécanique quantique, du moins de la gravité quantique, pour aller dans cette direction, mais pour l'instant, on n'a aucune théorie qui est cohérente, qui nous permet de le faire. Donc, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la solution, si ce n'est qu'au jour le jour, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, j'espère que ça vous satisfait. Oui, merci de ne pas vouloir raconter la fin de l'histoire avant de prendre la liberté de voir s'il n'y a pas d'autres fins possibles. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à vous, à tous les trois. Thank you very much. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements. Merci. Et avant de conclure, deux petits rappels. Donc, le traditionnel spectacle Son et Lumière du Colloque Wright, il continue de se dérouler tous les soirs jusqu'au 17 novembre au Musée d'Art et d'Histoire. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est tous les soirs à 18h30, 19h30, 20h30. Ça dure 20 minutes, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et le second rappel, c'est que notre voyage à travers les symétries de l'univers n'est pas encore terminé. On le continue demain à 18h30 ici même avec le professeur Edmund Copeland qui va du coup nous parler du présent, du passé et du futur de l'univers et de l'expansion et de l'énergie noire, un très vaste sujet. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.